Bonjour. Microsoft a mis à disposition et sans besoin de licence Windows 2016 Server Hyper-V. Alors ça date pas d'aujourd'hui. Si vous le saviez pas, en tout cas c'est chose faite. Alors très vite on a envie de tester ça, mais on ne tarde pas à voir que c'est un serveur core et sans possibilité d'y installer quoi que ce soit. Une VM, on peut toujours la créer depuis le PowerShell, pareil pour la lancer ou changer ses caractéristiques. Par contre, sans l'interface graphique, comment accéder à la machine ou comment la dépanner? La créer, on peut toujours y mettre un disque déjà installé. Mais en cas de kernel panique ou d'écran bleu de la mort qui tue, comment on va pouvoir faire? Alors la solution est dans le titre, mais je vais expliquer comment s'y prendre. Avant de passer au vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur web. Alors, je ne vais pas rentrer dans de longues explications sur la topologie que j'ai utilisée. Windows 2016 Server, j'en ai déjà parlé. J'ai une installation classique d'un Windows 2016 Server Hyper-V, le même que celui que vous pouvez télécharger sur le site de Microsoft. Si j'en avais pas encore parlé, Admin Center peut être installé sur un poste de travail classique. Il peut donc être installé sur votre Windows 10 ou votre Windows 11. Pas besoin d'une version serveur. Mais sur une installation multi-utilisateur, ou si on ne veut pas être embêté avec les questions de sécurité, ça sera quand même mieux sur un serveur. Mais si vous avez un serveur avec sa licence sous la main, on pourrait aussi l'intégrer directement aux outils d'administration. Ça serait plus pareil et surtout, ça serait pas le même prix. Là, je vais installer dans le but de gérer mes machines virtuelles qui sont sur mon Hyper-V. C'est aussi l'occasion d'aller un petit peu plus loin avec. Et puis, j'ai mon serveur 2016, pourquoi ne pas installer directement mon Admin Center dessus? Je vais alors me connecter en RDP sur mon serveur. Alors là, si vous n'avez pas de RDP disponible sur votre serveur, j'ai déjà fait une vidéo sur sconfig au besoin. Sur mon pôle de travail, j'ai un dossier partagé dans lequel j'ai placé le MSI d'installation. Bon, je passe ça, j'ai déjà fait des tas de vidéos sur les partages. Puis je vais monter mon partage dans mon serveur 2016 avec une commande netuse z2. Deux anti-slash, l'adresse de mon partage, slash persistent2.yes slash chefcase. En fait, je vais mettre un partage persistant avec les identifiants sauvegardés. Tout simplement parce que je vais avoir besoin de passer d'autres fichiers, par exemple des fichiers ISO, pour mes machines que je vais installer. Alors j'aurai probablement encore besoin de ce disque Z. Quand il est monté, je vais pouvoir aller installer mon MSI. Donc là, je vais tout simplement faire un Z2 ou le disque que vous avez monté, un dir, pour vérifier ce que j'ai dedans. Et je vais lancer le Windows Admin Center 2010.2.msi. Et là, je vais attendre simplement que le programme s'installe. Donc là, je vais quand même passer un petit peu l'installation, qui est quand même assez longue parfois, et l'intérêt est quand même secondaire. L'idée est de voir qu'on peut installer un Windows Admin Center sur mon Hyper-V. Alors bien que le système soit limité, comme je disais tout à l'heure, le Windows 2016 Hyper-V est quand même une version très limitée d'un Windows Server. On ne peut pas y installer grand chose. L'installation du serveur va prendre moins de 10 Go, mais si on ne peut pas installer autre chose, au moins on peut y mettre ce Windows Admin Center. Cette fois, depuis mon poste de travail, je vais pouvoir accéder à mon Admin Center, celui installé sur mon Hyper-V. Bon, la suite ne sera que de l'utilisation. Admin Center, j'en ai déjà fait des présentations. La connexion est classique.
On met un login, mot de passe, un seul admin center va suffire et je pourrai y rajouter les serveurs de mon choix. Je vais garder ma connexion RDP ouverte, j'en reparlerai après, mais le clavier dans Admin Center ne fonctionne pas toujours très bien. Si j'ai des commandes à taper, je le ferai alors dans le terminal, ça sera quand même plus facile. Alors ça fait quand même plus d'explications que je n'aurais voulu, mais certains vont dire après que je vais trop vite. Ce qui m'intéresse, c'est la gestion des VM. Alors je vais me rendre dans le menu Machine virtuelle. C'est du fonctionnement classique d'Hyper-V. La présentation sur Admin Center est un petit peu différente, mais ça reste identique. Alors avant de taper directement dans les VM, un mot au passage quand même sur le clavier. Je vais alors passer d'abord sur le bureau à distance. Je me connecte avec mes identifiants, le but étant d'arriver sur le RDP, mais au travers de l'Admin Center. Alors on va se rendre dans le terminal et on teste le clavier. On va taper AZERTY, étoile, l'arrobas. Alors on n'est pas vraiment dans un clavier QWERTY et on n'est pas non plus vraiment dans un clavier AZERTY. En tout cas, ici, dans le terminal, dans le RDP, l'arrobas fonctionne. Par contre, dans une machine virtuelle, dans une VM, où on va se connecter dessus au besoin, ça ne sera pas toujours facile. Par contre, l'arrobas, lui, ne fonctionne pas. En tout cas, depuis l'Admin Center, on peut accéder à la console d'une VM, et ça, c'est déjà pas mal. Donc, il y aura toujours moyen, même de faire quelque chose. En tout cas, plus que depuis le serveur core. Cette fois, je vais quitter le bureau distant pour me lancer dans mes VM. Alors ici, c'est comme pour Hyper-V, mais on est dans un Admin Center. Pour créer une machine virtuelle, on passe d'abord par la création d'un commutateur virtuel. Je ne rentre pas non plus dans des explications, c'est de l'Hyper-V classique. Sinon, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Hyper-V et la création de machines virtuelles. Alors ici, l'idée est de voir Hyper-V, mon serveur core appliqué par Admin Center. La création d'un commutateur virtuel, par exemple, est identique aux outils d'administration. Le menu pourra juste changer un peu, mais le fond reste pareil. Je crée un nouveau commutateur pour commencer. Je lui donne un nom, externe par exemple, puisque je vais créer un commutateur externe. Je vais lui mettre comme type externe, forcément, que je vais lier à ma carte Ethernet externe. Alors ici on est dans une interface web, alors il faut un petit peu de patience, un petit peu de jugement. Si une option ne s'affiche pas, on déroule, on sélectionne. Alors ça c'est une question d'habitude. Si vous utilisez Windows Admin Center 50 fois par jour, on ne le remarque même plus. Puis on attend la création, on rafraîchit pour afficher la carte et le commutateur est créé. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir s'attaquer à notre VM. Cette fois, on va dans Machine virtuelle et on va en créer une. Tout à l'heure, on était ici juste pour voir. Cette fois, on y est pour la bonne raison. Alors je vais cliquer sur Ajouter et je vais créer un nouvel ordinateur virtuel. Je passe chaque paramètre. C'est comme pour la création du commutateur. La présentation est différente de ce qu'on trouve dans les outils d'administration, mais on y est et on y retrouve les mêmes choses. Alors ici, je prendrai une machine de première génération.
C'est parce que je vais utiliser un ISO qui est non EFI. Mais ce n'est ni Hyper-V ou Admin Center qui nécessite ce choix. Si je fais le choix de prendre une première génération, c'est juste pour le type de machine que je vais créer. On n'oublie pas de cliquer sur Stockage, même si on peut modifier tout ça après. Tant qu'à faire, autant avoir la machine correctement configurée avant de continuer. Encore une fois, j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Vous pouvez alors aller voir ma playlist sur virtualisation. Je vais choisir d'installer un système d'exploitation depuis un ISO. Quand on a un ISO sous la main, c'est facile, mais là, même si mon disque réseau est monté, il ne le voit pas. Je n'ai pas de Z dans la liste de mes disques. Alors il va donc falloir que je copie mon ISO localement pour pouvoir installer ma machine. Fort heureusement, on n'installe pas de nouvelles machines toutes les 5 minutes et on installe rarement 50 types de machines différentes. Il faut le dire, on fait plus souvent des copies de disques, comme je l'explique dans d'autres tutos, plutôt que d'installer des nouvelles machines. Depuis la connexion distante et au travers de PowerShell au besoin, c'est facile de créer un nouveau dossier pour mes fichiers ISO. J'utilise la commande mkdir, c'est :/ISO ou D. Ça va dépendre des différents disques que vous avez et du stockage, comme vous l'avez sélectionné. Alors ça, ce sont des commandes classiques. Puis je vais copier mon fichier ISO de Z vers C :/ISO avec une commande cpz alma ou tout ce qu'on voudra vers C :/ISO . Alors cp ne fonctionne pas dans l'invite de commande. On pourra utiliser une commande copie, mais elle fonctionne très bien depuis PowerShell. Donc je vais lancer PowerShell avec une commande PowerShell et dans PowerShell, les touches de tabulation, elles fonctionnent très bien. Ça va quand même assez vite. Et le copier-coller marche très bien, même dans un serveur core. Donc là, le temps que mes fichiers ISO se copient, et quand ils seront copiés, ou quand le fichier ISO qui m'intéresse sera copié, cette fois c'est facile de le récupérer pour le mettre dans ma VM. Alors ça y est, ma machine virtuelle est créée. Dans la liste des VM disponibles, elle va apparaître. Comme elle vient d'être créée, elle est arrêtée. Alors pour la forme, je vais quand même lancer l'installation. Pour démarrer la VM, il suffit que je la sélectionne. Je peux alors cliquer sur démarrer la machine. Mais si on veut afficher le contenu de la machine, eh bien, dans la nouvelle fenêtre qui va s'afficher, avec les détails, on aura aussi un bouton disponible pour démarrer ou arrêter la machine. Là, je vais laisser juste les premières secondes de l'installation se dérouler. Pas de différence avec une installation d'une VM habituelle. Suivant le système, suivant le serveur, ses disques, sa configuration, le temps d'installation pourra varier. Ici, vous avez vu que j'ai pris juste une configuration de base pour la démo. Mais bien entendu, on choisira des dossiers appropriés pour les déploiements de machines. Si on peut créer totalement une machine virtuelle depuis PowerShell, par exemple, ici vous pouvez faire un getVM, topVM suivi du nom, startVM suivi du nom de la VM. Mais pour l'instant, ma machine n'est pas accessible à distance, uniquement depuis PowerShell. Comment feriez-vous pour cliquer sur le bouton continuer? Sinon, un peu comme je l'expliquais au début, comment résoudre un kernel panique ou tout autre souci de démarrage de la VM.
Bon, ça fait quand même pas mal de choses, j'ai essayé de rester le plus clair possible et précis. Bien sûr, tout a déjà été dit et montré. J'ai déjà parlé d'Admin Center, tout comme de Server Core, mais rien dans ce domaine particulier. Bien que la version que je présente ici de Windows Server ne demande pas de licence, on pourra très vite penser aux versions avec GUI. Mais dans le cas d'une utilisation avec Windows Admin Center, comme je le présente ici, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette interface graphique? Pour le rappel, l'interface graphique dans un système est source de consommation de ressources supplémentaires, mais aussi amène pas mal de failles de sécurité. Bien au-delà de la licence, comme j'expliquais juste avant, l'emploi d'un serveur core est quand même un bon gage de fiabilité et de sécurité. Alors c'est tout pour Hyper-V sur serveur core. Je ne dis pas que c'est le meilleur moyen de travailler, c'est juste une solution parmi d'autres. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker. Toutes les remarques, tant qu'elles soient constructives, est la bienvenue. Si vous avez des idées ou d'autres solutions, vous pouvez les rajouter ci-dessous. À bientôt.